Bonsoir à toutes et à tous, il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024, voici les titres qui font la une de l'actualité ce soir. Alors que les deux roues motorisées représentent une part importante des tués sur les routes en France, la piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention sillonne toute l'année les départements pour sensibiliser et initier à la pratique de ces véhicules. Cette semaine, c'est près d'Annecy qu'ils étaient. Reportage à découvrir dans quelques instants. Puis cap sur Thonon-les-Bains en seconde partie de journal où le festival gastronomique Toc en Chablais bat son plein jusqu'au 13 octobre avec au programme de multiples animations dont un atelier pain fabrication auquel Sébastien Germain a pu assister. Mais avant de parler gastronomie, parlons donc sécurité routière. En France, les deux roues motorisées représentent 23% des blessés sur route, un chiffre qui grimpe à 29% en Haute-Savoie. Alors pour limiter le risque d'accident, une piste d'éducation routière a vu le jour en 1972 et sillonne le pays chaque année pour mener des opérations de prévention. Cette semaine, ils ont fait étape à Sénaux près d'Annecy pour initier gratuitement les plus de 14 ans à la pratique du deux roues, avec comme mot d'ordre anticiper et prévenir. Jules Demeur a pu se rendre sur place mercredi à l'occasion d'une journée ouverte au grand public. On regarde son reportage. Une piste d'éducation routière était installée cette semaine à Annecy, issue d'un partenariat entre les CRS de la police nationale et Assurance Prévention. Cette action vise à sensibiliser les jeunes dès 14 ans à la conduite spécifique de la moto. En 2023, les 14-24 ans représentaient 19% des personnes tuées sur la route. Un public particulièrement ciblé pour transmettre les bonnes pratiques le plus tôt possible. Alors on s'adresse plutôt aux jeunes parce qu'ils n'ont pas de mauvaises habitudes. C'est des primo-accédants, donc les habitudes de conduite que vous avez au bout de 20 ans, 30 ans et tout ça, c'est difficile à changer. Alors que là, vous avez des jeunes qui n'ont jamais conduit. Et donc vous allez pouvoir leur donner déjà des bases de la bonne conduite pour ceux qui seront amenés à conduire. Et ceux qui ne feront jamais de moto, en fait, ils auront vu la moto autrement. Nous, le but, c'est vraiment le partage de la route. Après un rappel des règles du code de la route, passage obligé par un home trainer, cette moto fixée sur des rouleaux, le moment est ensuite venu d'effectuer les premiers tours de piste en toute sécurité avec l'assistance d'un moniteur. Ils vont devoir mettre en pratique les fonctions, les manœuvres de base pour pouvoir évoluer avec un deux roues motorisé à vitesse. Moi, je suis derrière d'abord pour les sécuriser, pour voir s'ils ont assimilé ce qu'on leur a expliqué. Si jamais il y a un petit souci, j'ai le frein arrière et l'embrayage pour pouvoir reprendre la main sur la moto. Eux, dans tous les cas, ils gardent la direction. Moi, je n'ai pas la direction derrière. Je peux aider en poids de corps à les diriger, mais je suis essentiellement là, en fait, juste pour les rassurer. Durant la semaine, une douzaine de classes de collège se sont succédées. Parmi les élèves, si certains découvraient la moto, d'autres ont pu tester des engins plus puissants. J'ai une motocross, donc j'avais un petit peu de trois bases, mais c'est un peu plus différent quand même. C'est beaucoup plus calme. Ils nous ont appris à comment gérer l'embrayage, comment accélérer, comment passer les vitesses. On pense que c'est facile, mais c'est plus dur que ce qu'on pense. Ce mercredi, la piste était ouverte au grand public. L'occasion pour certains motards aguerris d'améliorer leur conduite grâce au conseil des 11 motocyclistes CRS détachés de leur service pour l'occasion. Je suis venu pour me perfectionner sur les parcours lents. Je suis déjà titulaire du permis 125 et en fait je prépare le A2. Et du coup là, c'était vraiment bien d'avoir les conseils des CRS sur les parcours lents, sur le positionnement, sur le regard. Cette piste d'éducation routière voyage à travers une vingtaine de villes chaque année pour initier près de 9000 scolaires à la sécurité routière. Une démarche qui vise à limiter le nombre d'accidents de la route au quotidien. Je vous l'évoquais en titre, le festival gastronomique Toc en Chablais fête cette année sa 4e édition. Jusqu'au 13 octobre, de nombreuses animations et ateliers sont programmés à Thonon-les-Bains lors de cette semaine gourmande. Et pour ce cru 2024, un fournil a notamment été installé au cœur du village festivalier. L'occasion d'en découvrir un peu plus sur un savoir-faire chablaisien, l'art de faire du bon pain. C'est un reportage signé Sébastien Germain. Donc on a acheté la farine et maintenant nous allons faire du pain. Pour faire du pain, qu'est-ce qu'il nous faut ? Oui. La pâte et du levain. Alors, oui, il faudra de la pâte et du levain. Mais en premier, qu'est-ce qu'il nous faut? De la farine. Le devoir de transmission. Une notion ô combien essentielle pour Frédéric Bron, boulanger à Allinges. Cette année, pour la 4e édition du festival Toc en Chablais, il fait même office de démonstrateur sur le fournil, une boulangerie éphémère. Au programme, de la fabrication de pain et de viennoiserie et des ateliers. C'est très important parce qu'on a un grand problème, comme tout le monde,
de retrouver du personnel, c'est très compliqué dans notre travail. Donc on essaye au maximum de faire en sorte qu'on ait des jeunes qui viennent apprendre notre métier, qui est un très beau métier, qui est un métier ancestral. Et au jour d'aujourd'hui, on a du matériel pour pallier le problème qu'on avait dans le temps, c'est de commencer à des heures pas possibles et de finir à des heures pas possibles. Maintenant, un boulanger commence à 5 heures du matin et arrive à avoir une vie de famille. Exemple concret ce mercredi matin avec ces collégiens de Thonon-les-Bains. Après une formation assez succincte, ces élèves ont ainsi pu mettre la main à la pâte. C'était intéressant et puis j'ai bien aimé couper les bouts de pain et voir comment la pâte marche. Ça m'a appris des choses. Je connaissais quelques trucs sur le pain pour savoir comment ça marchait, mais j'avais jamais vu vraiment en vrai comment ça marchait. Et puis après moi ça m'intéresse aussi parce que j'aimerais bien être chef cuisinier. Et après, quand je serai adulte, plus âgé, ouvrir un restaurant, moi, une fois que j'aurai de l'expérience. Récompense ultime pour ces jeunes, 20 minutes après la mise au four, ils ont pu déguster leur pain fabriqué sur place. Il est trop bon, il est vraiment très bon. On dirait vraiment un pain qu'on achète, il est vraiment moelleux et très croustillant. C'est du pain au chocolat. Un pain maison, on dirait. Au Fournil de Toc-en-Chablais, plusieurs variétés de pain sont à la vente, mais s'il y en a une qui est mise en avant, c'est bien la chablinette. Une baguette 100% locale fabriquée à base de farine chablaisienne. Direction donc Périgné. C'est ici, dans la minoterie Gendin et Fils, qu'est fabriquée la farine nécessaire à la confection de cette fameuse chablinette. Dans cette bâtisse ancestrale construite au XVIIe siècle et modernisée depuis, 90 tonnes de farine de tout type sont produites chaque mois. On est très fiers de faire ce métier, peut-être parce que aussi c'est un métier qui est rare et qu'on se sent peut-être pas comme les autres non plus. C'est un métier qui est peu connu, donc il y a un certain mystère aussi derrière tout ça. Mais on est tellement heureux de faire rentrer les gens au moulin, de leur montrer comment ça fonctionne et de montrer ce qu'on fait. On transforme, on est des transformateurs, on travaille des matières premières et on fait partie d'une chaîne qui est importante au quotidien de la population. On fait partie de la chaîne du pain. Cette minoterie traditionnelle est une des 3 restantes des Pays de Savoie. Au savoir-faire s'ajoute une dimension familiale exceptionnelle, puisque Vincent et Céline Gendin sont la 6e génération de meuniers à Périgné. La chablinette est donc entre de très bonnes mains. Comme très souvent, le jeudi, nous accueillons un invité sur notre plateau pour parler des initiatives ou des événements du territoire. Ce soir, nous sommes en compagnie de Jean-Sébastien Hainaut, délégué général du Festival du film documentaire et du livre Le Grand Bivouac, qui se déroule à Albertville dans quelques jours. Bonjour Jean-Sébastien Hainaut et tout d'abord, merci d'être ici ce soir avec nous. Eh bien bonjour, c'est un très grand plaisir. Alors pour commencer cette entrevue, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs comment est né ce festival et puis quelle est sa vocation? Alors il est né en 2002 sur une idée à la fois d'un maire et d'un président fondateur bénévole. 10 ans après les Jeux, quel était l'objectif pour le maire? Comment on peut recréer l'esprit des Jeux Olympiques, c'est-à-dire accueillir le monde à Albertville? Là est né le Grand Bivouac avec cette volonté de réaccueillir le monde, mais non pas à travers des sports d'hiver, mais à travers le cinéma documentaire, les livres, les auteurs. Donc le Grand Bivouac est un grand voyage proposé grâce à des réalisateurs qui ont été tournés des images dans une trentaine, une quarantaine de pays du monde à peu près chaque année. Donc un festival qui fait voyager avec ce fil rouge qui est de comprendre le monde qui nous entoure et comme vous le dites, de prendre le monde à témoin. Oui, c'est ça. Alors comprendre le monde, mais ça veut dire aussi faire connaissance avec. Faire connaissance aussi surtout peut-être avec les gens qui y habitent. Voilà, vous comme moi d'ailleurs. Donc il y a la volonté en effet de comprendre, de mieux connaître, mais il y a aussi la volonté de s'émouvoir, de ressentir des choses avec les semblables qui nous ressemblent là-bas tout au long de la planète. Là, pardon, excusez-moi. Ça fait 20 ans que ce festival existe. Alors comment on arrive à renouveler l'expérience du visiteur chaque année? Bonne question. D'abord, c'est un métier avec une équipe de professionnels, mais aussi soutenu par une formidable équipe de bénévoles qui se remettent en question tous les ans. Je crois, et c'est votre métier, qu'il faut réussir à sentir l'air du temps, à prendre la température, et c'est ce qu'on s'efforce de faire tous les ans, c'est-à-dire prendre la température du monde. Ensuite, il y a la curiosité, c'est le maître mot. Tous les ans, on reçoit des centaines de films. Et évidemment, on n'en choisit qu'une toute petite partie, un film. Mais ce qui nous pousse, c'est toujours d'aller chercher des histoires encore plus singulières qu'on ne connaît vraiment pas, peut-être dans des géographies qu'on n'a pas encore visitées. Et puis enfin, comme tout événement, il faut savoir se remettre en question. Il faut casser les codes, parfois innover, parfois se secouer, parfois enlever des rendez-vous, faire des choix. Et en général, c'est payant, mais surtout
ne pas s'asseoir sur ses lauriers, jamais. Et justement, pour rentrer un peu plus dans le détail sur cette 23e édition, le thème cette année retenu, c'est Fureur de vivre. Pourquoi ce choix et comment finalement les œuvres que vous avez sélectionnées vont-elles illustrer cette thématique? L'idée, c'était de rendre hommage en fait à celles et ceux qui, dans certains pays du monde, dans certaines situations chaudes, comme on dit, qu'elles soient des terrains de guerre, des conflits géopolitiques, des conflits de frontières, mais aussi des gens qui sont sous la menace de périls écologiques, environnementaux, c'est voilà, leur rendre hommage en fait en se disant mais comment font-ils finalement tous les jours pour se lever avec de l'énergie et avec la volonté d'avancer. Mais ce constat-là, il est aussi valable pour nous. Donc il y a cette idée de fureur de vivre, entre guillemets, dans des situations peut-être un peu chaudes, mais il y a aussi l'aspect fureur de vivre au sens finalement du feu vital, de l'énergie, cette énergie qui tous les matins nous fait nous lever pour avancer avec optimisme, malgré les aléas de la vie, et ils sont nombreux. Et justement, pendant ce festival, quels vont être un peu les grands temps forts? Parce qu'on a quand même 70 invités, 30 pays traversés et 126 rendez-vous. Donc pour vous, quels sont vraiment les grands temps de ce festival? Alors on a des focus, on les a appelés focus cette année, mais on a vraiment un focus centré sur l'Ukraine. Pas tellement sur le conflit, mais encore une fois sur la question des gens qui vivent sous les bombes ou sous les drones. Évidemment, on va mettre les pieds au Proche-Orient, mais avec un film aussi, deux films, l'un très très joyeux. Et puis on va aussi aller dans d'autres pays du monde. Hein. On est à quasiment une quarantaine cette année, avec des personnages dans des films qui sont du réel, hein, on est bien dans le documentaire, qui portent en eux cette flamme et cette fureur de vivre. Voilà. Et justement, parmi la soixantaine de films documentaires qui vont être présentés au public, si vous deviez en sélectionner un vraiment à voir, à conseiller aux téléspectateurs, quel serait-il? Ah là là, dure question, ça sera pour moi mon coup de cœur qui est Daughter of Genghis, donc fille de Genghis, qui va être programmé 2 fois, qui se passe en Mongolie, mais dans une Mongolie qu'on n'attendait pas forcément, pas celle des stéréotypes avec les yaks, les yourtes, etc. Et là, on va passer 1h20 aux côtés de Guéréel, qui est une femme, parcours un peu difficile, mère isolée, très effarouchée, très en colère, leader, chef de gang ultranationaliste mongol et féministe. Oui, ça existe. Mais elle a un petit garçon qui lui tape du coude comme ça en lui disant maman, j'existe et je crois que tu t'es perdu. Et en fait, c'est le parcours de cette femme qu'on va suivre pendant 1h20 sur les écrans, sur un film qui a été tourné pendant 7 ans, et d'une femme qui va petit à petit s'alléger et trouver enfin la paix et la sérénité au contact de son petit garçon Tamulen. C'est mon coup de cœur, il est très très beau, je vous le conseille. Et donc on est quand même sur une programmation assez riche, que ce soit au niveau des livres et des films présentés. Très rapidement, cette année, le Salon du Livre change un peu de dimension, c'est ça? Oui, il change de dimension. Alors, première chose, c'est qu'il passe en indoor. On était jusqu'ici sous chapiteau. Il y a clairement une intention qui est très environnementale et écologique. Vous savez que des livres, la nuit, ça prend l'humidité, donc il faut chauffer. Et évidemment, sous chapiteau, au mois d'octobre, on chauffe un petit peu, comme on dit, le ciel. Donc, il y a cette idée. Il fait peau neuve dans un nouveau lieu, en plein centre-ville, très aménagé, sans doute très beau. Il est thématisé aussi cette année, avec énormément d'auteurs ou d'autrices ou d'auteurs féminines qu'on accueille, je ne sais plus comment on dit maintenant, on s'y perd. Et donc le salon est thématisé veine d'écrivaine. Voilà, un petit jeu de mots. Et puis c'est aussi un espace où il va faire bon vivre, il est offert, il est gratuit. On l'anime avec un dispositif de cinéma en réalité virtuelle qui est lui aussi offert, où les spectateurs pourront découvrir pendant 7 jours et gratuitement 3 courts-métrages sous casque en réalité virtuelle. Voilà, donc ça sera sans doute l'un des lieux les plus attendus. Une innovation. Dernière petite question pour terminer cette interview, une question un peu pratique. Quels sont les lieux stratégiques du festival et les horaires et comment on vient sur place? Eh bien, nous attaquons lundi prochain, 14 octobre, avec la première séance en réalité virtuelle qui va attaquer tout de suite à 9h. Le festival se termine le dimanche suivant à 18h. Entre les 226 rendez-vous, et puis évidemment pour un festival, l'idée c'est aussi de pouvoir créer des espaces de rencontre et de partage. Donc là, nous avons le grand resto du monde qu'il ne faudra pas rater cette année, où on pourra manger aussi bien tibétain que burkinabé ou savoyard, mais évidemment. Donc ça, c'est un endroit à ne pas rater. Le salon, j'en ai parlé, et puis tout le centre-ville d'Albertville avec la place de l'Europe, où un certain nombre d'installations et d'animations vous attendent, particulièrement sur le week-end du 18, 19, 20 octobre. Très bien, merci beaucoup Jean-Sébastien Hainaut d'être venu sur notre plateau pour nous parler de votre festival qui, je le rappelle, se tient du 14 au 20 octobre à Albertville. Merci.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre suivi de l'information sur 8 Mont-Blanc. Dans quelques instants, vous retrouvez Thierry Paulme pour son bulletin météo. On se retrouve quant à nous demain à 18h pour un nouveau point sur l'actualité locale. Bonne soirée à toutes et à tous sur notre antenne.